Donc bonjour à tous, je vous propose de commencer dès maintenant cette session, grosse session, puisque nous avons 6 communications, donc 15 minutes de présentation. Il faudra peut-être laisser le temps à 1 ou 2 questions. Donc sans plus attendre, Romain Ordonez, qui exerce à Angers dans une UCC, va nous parler de la déprescription hospitalière des benzodiazépines chez les personnes âgées. Donc je te laisse la parole. Bonjour à tous, donc Romain Ordonez, effectivement, je suis médecin à l'UCC du CHU d'Angers. Donc c'est un travail qui porte sur du coup une étude qui a été faite quand j'étais médecin en médecine aiguë. Ça fait peu de temps que je suis en UCC là actuellement. Et donc c'est une co-direction de thèse que je co-dirige avec Mathieu Corvézier, qui est un pharmacien clinicien qui malheureusement n'a pas pu venir. Et donc ce travail va porter sur la déprescription hospitalière de benzodiazépines chez des personnes âgées. Suffit-elle à aboutir à un sevrage complet ? Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc je pense que la réputation des benzodiazépines n'est plus à faire, surtout après ces 2 jours de congrès. Donc comme vous le savez, nous sommes les 2e plus gros consommateurs de benzodiazépines en Europe, après l'Espagne. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la NSM sur son rapport de 2017. Nos plus gros consommateurs, entre guillemets, de benzodiazépines, ce sont les personnes âgées, les plus de 65 ans et surtout les 80 ans et plus. Avec, comme vous le savez aussi, donc un surrisque de morbidité et de mortalité, un risque accru de somnolence, de coma, d'état confusionnel, de chute, après tout ce qui va avec la chute, fracture, décès, etc. Et puis aussi, ça majore le risque de développer, de plus de 10% de risque de développer un trouble neurocognitif, surtout chez les patients sous benzodiazépines à demi-vie longue. Alors les benzodiazépines, donc on l'a vu un peu, 30% des prescriptions des patients de plus de 65 ans, ce qui est quand même 1/3 de leur traitement sur l'ordonnance, c'est beaucoup. 1/3 sont appropriés, 1/3 de ces prescriptions sont appropriées, selon les critères de Beers, les listes de Stop Start et de La Roche, que je vous inviterai à consulter, je ne les détaille pas, elles sont quand même assez longues. Alors ça, ce sont donc des prescriptions appropriées en ambulatoire ou en MCO. Alors pour la psychiatrie, c'est pire. On va dire que 90% des prescriptions de benzodiazépines ne sont pas appropriées dans le service de psychiatrie. Donc là, c'est un état des lieux de l'utilisation des psychotropes chez des patients de plus de 65 ans hospitalisés dans des services de psychiatrie sur les Pays de la Loire. Ça date de 2016. Et donc, comme vous le voyez, 90% de ces prescriptions de benzodiazépines étaient non conformes avec les préconisations, en tout cas françaises, d'utilisation des benzodiazépines. La déprescription de ces benzodiazépines, on le sait, c'est un processus complexe qui n'aboutit souvent jamais, avec une réussite entre 27 et 80% selon une méta-analyse de 2018. Alors ce qui explique ce gros gap entre le 27 et le 80%, c'est les interventions mises en place surtout pour aider à la déprescription de ces molécules et surtout le lieu de vie du patient. Est-ce qu'il est du coup seul à domicile? Est-ce qu'il est entouré? Est-ce qu'il a un suivi médical régulier? Est-ce qu'il est en EHPAD? Est-ce qu'il a un médecin traitant, un médecin co en EHPAD? Voilà, tout ça influe effectivement sur la réussite de la déprescription de ces benzodiazépines. Donc la déprescription des benzodiazépines, c'est une pratique courante en gériatrie. Mais quel suivi de ces déprescriptions en ambulatoire? Et donc c'est ce qu'on a voulu savoir et regarder. Donc l'objectif de notre étude était donc d'évaluer le taux de déprescription de benzodiazépines et apparentés durant l'hospitalisation de patients âgés de plus de 75 ans en médecine aiguë gériatrique, et ensuite d'évaluer le devenir de cette déprescription de benzodiazépines à J30 et à J90 de la sortie d'hospitalisation, donc à 1 et à 3 mois. Donc pour ce faire, nous avons inclus donc des patients hospitalisés en médecine aiguë gériatrique de plus de 75 ans sur une durée d'environ 6 mois, donc du 4 octobre 2021 au 1er avril 2022. Et ces patients avaient une benzodiazépine ou apparentée sur leur ordonnance d'entrée. Le recueil de ces données a pu être facilité via la conciliation médicamenteuse. On a la chance de disposer de pharmaciens cliniciens en médecine aiguë gériatrique, donc avec une conciliation médicamenteuse à l'entrée et à la sortie du patient. Et ensuite, nous avons recueilli donc les ordonnances de ces patients sortis d'hospitalisation à J30 et à J90 via la plateforme Hospiville. Et le cas échéant, et c'est là ça a demandé beaucoup de travail à la pharmacie clinique, c'était d'appeler les pharmacies une par une pour essayer d'obtenir l'ordonnance du patient. Donc ça, c'est un travail réalisé par les internes et externes de pharmacie clinique du service. Si absence d'ordonnance à J30, on prenait en compte l'ordonnance à 3 mois à J90.
Alors du coup, sur ces 6 mois d'inclusion, il y avait donc 615 patients hospitalisés. Sur ces 615, 161 avaient une benzodiazépine à l'admission, ce qui correspondait à peu près à 25% des patients hospitalisés en gériatrie à ce moment, avaient une benzodiazépine à l'admission. La moyenne de séjour était environ de 13 jours. L'âge était de 87 ans en moyenne. 75% de femmes, donc qui avaient des benzodiazépines. Hein. Enfin, 75% de ces patients, étaient des femmes. C'est des patients pour 67% d'entre eux qui avaient des troubles cognitifs majeurs, 43% d'entre eux des troubles du comportement et 35% d'entre eux des pathologies psychiatriques. Alors un petit biais à apporter sur les pathologies psychiatriques, hein, c'est du rétrospectif, on se base sur du coup le compte rendu du patient, on sait très bien que ça va très vite d'écrire sur les antécédents d'un patient, antécédents d'anxiété ou de dépression, sans que ce soit franchement avéré sur le plan étiologique. Parmi les benzodiazépines les plus retrouvées, donc heureusement des benzodiazépines à demi-vie courte, hein, l'oxazépam pour 33% d'entre eux, puis des hypnotiques, l'alprazolam, le lorazépam, puis un petit peu de benzodiazépines à demi-vie longue, le bromazépam et le chlorazépate. Parmi donc ces 161 patients qui avaient de plus de 75 ans qui avaient des benzodiazépines à l'admission, une déprescription a été initiée en hospitalisation pour 95 d'entre eux, ce qui correspondait à environ 60%. Donc 60% de nos patients qui avaient une benzodiazépine à l'admission, on a pu initier une déprescription. Par initiation de déprescription, j'entends le fait d'arrêter une benzodiazépine et de commencer sa diminution progressive. Et donc à J30, donc c'est là que ça se gâte un petit peu, à J30 malheureusement, beaucoup de perdus de vue, 27 sur ces 95, donc on retombe sur 61 patients. Sur ces 61 patients, 36 avaient un maintien de cette déprescription, donc, ce qui correspondait à peu près à 60% également de ces patients. 8, soit 13%, avaient une poursuite de la déprescription, c'est-à-dire qu'on continuait de baisser la posologie en benzodiazépine. Et par contre, 17, soit 27%, avaient un arrêt de la déprescription, soit une réaugmentation ou la reprise d'une benzodiazépine. Et à J90, donc à 3 mois, 13 nouveaux perdus de vue. Donc il nous reste 46 patients. Sur ces 46 patients, 24 ont un maintien de la déprescription, soit la moitié, un peu plus de la moitié. 21 ont une déprescription qui a été poursuivie et 26 ont eu, 12, 21%, je vais y arriver, ont eu une déprescription qui a été continuée, donc une diminution de posologie, et 12, soit 26%, malheureusement, ont eu une reprise de benzodiazépine. Donc des résultats plutôt encourageants sur la déprescription des benzodiazépines en hospitalisation. Hein. Presque 60% de nos patients âgés de plus de 75 ans qui avaient une benzodiazépine à l'admission ont eu une initiation de déprescription en hospitalisation. Donc ce qui colle à peu près avec la méta-analyse de 2018. Hein. En tout cas, les données sont semblables. La majorité des déprescriptions étaient maintenues à J30 et J90. Par majorité, j'entends plus de 50%. En revanche, peu de poursuites de déprescription, donc peu de poursuites de baisse de posologie de ces médicaments à 3 mois et à 1 mois et à 3 mois. Parmi notre population, donc on l'a vu, donc population âgée de plus de 75 ans, surtout une population féminine, hein, 75% de ces patients étaient des femmes, 65% de ces patients avaient des troubles cognitifs. Et, heureusement, fort heureusement, surtout l'utilisation de benzodiazépines à demi-vie courte. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ces 3 données? Puisqu'en fait, ce sont les données sur lesquelles il faudrait qu'on agisse le plus pour pouvoir réussir davantage, en tout cas, cette déprescription. Les limites de cette étude, bon, vous en doutez, il y en a plusieurs. De nombreux perdus de vue. Donc sur les 27 à 1 mois, là, les données sont en train d'être récupérées puisque c'est des pharmacies qui finalement acceptent de nous donner l'ordonnance de ces patients à 1 mois et à 3 mois. Donc on aura davantage de données pour la publication de l'article en tout cas. Évidemment, le caractère monocentrique de l'étude, le manque de données en ambulatoire. Pourquoi est-ce que finalement cette déprescription a été maintenue? Pourquoi est-ce qu'elle a été poursuivie? Pourquoi est-ce qu'elle a été arrêtée? Ça, ce sont des données qu'on n'a pas. Hein. Nous, on avait juste une ordonnance à 1 mois et à 3 mois, pour rappel, hein, c'est tout.
Alors évidemment, il y a de la nécessité d'analyse statistique pour comprendre un petit peu quels sont les facteurs de risque d'échec de ces prescriptions et de réussite de ces prescriptions. Alors initialement, je devais vous présenter ces analyses statistiques. Malheureusement, enfin heureusement pour elle, notre biostatisticienne est en congé maternité. Donc ce qui retarde effectivement ces analyses de données, mais ce sera pour l'année prochaine, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si j'ai le temps de m'attarder là-dessus. En tout cas, il existe des outils d'aide à la déprescription des benzodiazépines chez la personne âgée. Notamment, en 2008, l'HAS avait émis des recommandations à viser des médecins traitants, à destiner des médecins traitants. Bon, on l'a vu, ça a peu eu d'impact, puisque les données de la NSM de 2017 retrouvaient peu, finalement, de déprescription de ces benzodiazépines en ambulatoire. Et puis, de toute façon, ça fonctionne. En tout cas, c'est un outil d'aide à la déprescription pour les patients en ambulatoire, pour le médecin traitant. Mais ça n'incite pas en tout cas à la déprescription en médecine, en hospitalisation, en MCO, en psychiatrie. Rapidement, là, donc c'est une étude prospective de 2016 québécoise, et donc en fait ça évaluait l'impact d'une éducation thérapeutique avec un suivi personnalisé et le don, en tout cas le fait de donner un dépliant explicatif à des patients de plus de 65 ans qui étaient sous benzodiazépine, donc au Québec. Donc ça incluait quand même plus de 303 patients de plus de 65 ans dans 30 pharmacies. Et en fait, juste le fait de recevoir, donc juste le dépliant, je ne parle même pas du suivi personnalisé de l'éducation thérapeutique, mais juste le fait d'avoir ce dépliant informatif avec ensuite un conseil du pharmacien de façon régulière, ça augmentait de 8 fois la probabilité chez ces patients de cesser la prise de benzodiazépine à 6 mois plus tard. Donc voilà, est-ce que ce ne serait pas une piste finalement d'amélioration, d'aide à la déprescription des benzodiazépines chez nos patients en sortie d'hospitalisation, leur fournir un petit outil, un petit dépliant pour l'aide à la déprescription, pourquoi pas. Donc pour conclure, réponse à notre question, est-ce qu'une déprescription hospitalière de benzodiazépines chez les patients, chez des personnes âgées, suffit-elle à aboutir à un sevrage complet? La réponse est non. Nécessité effectivement d'études des facteurs de risque d'échec de la déprescription à J30 et J90 pour effectivement mise en application d'un plan d'action efficace. Merci de votre attention. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous auriez une question à poser? Non, pas de question. Si? Ah. Est-ce qu'il y avait des protocoles transmis aux médecins traitants par un courrier sur la décroissance et l'inflammation? Non, donc c'était du rétrospectif, donc déjà le recueil de données c'était il y a 2 ans. Donc après, nous en le courrier de sortie, de toute façon, à chaque fois on note, il y a toujours un petit paragraphe sur le suivi des prescriptions pour le médecin traitant en ambulatoire, arrêt de la statine, arrêt du lansoprazole, ou poursuite, etc. Et donc pour les benzodiazépines, poursuite de la décroissance de la benzodiazépine, mais sans préciser de schéma, effectivement, de décroissance thérapeutique. Mais donc ça peut être un outil d'aide justement à la déprescription de ces médicaments, enfin, en tout cas de réussite de déprescription de ces médicaments. Et en patients. Alors, pour les patients, effectivement, il va y avoir un biais. On l'a vu, 65% de ces patients qui étaient sous benzodiazépine avaient un trouble cognitif majeur. Donc, ensuite, l'éducation thérapeutique du patient, c'est plus compliqué. Je pense que c'est plutôt l'aidant et le lieu de vie du patient, l'EHPAD, etc., qu'il faut former et éduquer. Bon, encore merci pour cette présentation. Donc, nous allons passer à la communication suivante. Donc, Morgane Wix, qui va nous parler de PEPS. Donc un outil pour concilier diminution de l'hiatrogénie et augmentation de l'efficacité des prescriptions de psychotropes chez le sujet âgé. Donc dès que le diaporama sera lancé, je vous donne la parole. Merci. Je lance le diapo. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Morgane Wix, pharmacien au CHU de Nantes. Et donc, je vais vous présenter la création de l'outil PEPS, donc prescription éclairée de psychotropes chez le sujet âgé. Donc, tout d'abord, je ne déclare aucun conflit d'intérêt. Donc, déjà, pourquoi cet outil? Donc, en fait, il fait suite à 2 travaux. Le premier travail qui a déjà été présenté tout de suite par le docteur Ordonez, qui était un état des lieux des prescriptions potentiellement inappropriées de psychotropes chez le sujet âgé, hospitalisé en psychiatrie. Donc en fait, à partir des critères de la Roche et des critères Stop-Start, on a regardé la prescription de 347 patients et on a repéré des proportions assez importantes de prescriptions potentiellement inappropriées. Comme on le disait tout à l'heure, les benzodiazépines sont principalement concernées, mais finalement, chaque classe de psychotropes l'est également, avec des taux un petit peu variables.
Donc devant ces chiffres un peu importants, on s'est dit il y a peut-être quand même des prescriptions qui peuvent être justifiées par certains critères cliniques. Donc c'était l'objectif d'une deuxième étude, c'était de rechercher la pertinence clinique de ces prescriptions potentiellement inappropriées, toujours chez le sujet âgé hospitalisé en psychiatrie. Et cette deuxième étude a montré des résultats un petit peu plus rassurants, qui montrent que finalement parmi 34 prescriptions patients, il y avait près de 60% des PPI qui étaient finalement jugées pertinentes cliniquement. Donc ça nous a fait réfléchir sur le fait qu'on avait peut-être besoin d'un outil un peu plus spécifique des patients âgés qui ont un trouble psychiatrique, qui sont dans un contexte aigu ou peut-être de gravité puisqu'on était hospitalisé en psychiatrie. Et parmi ces PPI jugées pertinentes finalement, on avait notamment la classe des antidépresseurs avec souvent des épisodes pharmacorésistants qui justifiaient certaines prescriptions. Donc l'objectif de ce travail, c'était d'obtenir un consensus d'experts sur des recommandations de prescription d'antidépresseurs chez le sujet âgé atteint d'un trouble dépressif caractérisé non bipolaire. Alors comment on a fait ça? On a utilisé la plus connue, on va dire, méthode pour obtenir un consensus d'experts, donc une enquête Delphi, avec des items élaborés par une recherche bibliographique et puis des tours de consultation auprès d'experts, donc des experts de psychiatrie de la personne âgée bien évidemment, également des pharmaciens, des gériatres, et puis des médecins généralistes, puisqu'ils seront des potentiels utilisateurs de cet outil. Donc l'objectif des tours, c'était que chaque expert note les items, donc une note de 1 à 9, selon l'échelle qui est présentée ici, et commente si besoin, ou alors de manière obligatoire, si la note était inférieure à 7, pourquoi cette note sur l'item. L'item était validé et intégré dans l'outil final quand la note médiane était supérieure ou égale à 7 et que le pourcentage d'accord entre les experts était supérieur ou égal à 80%. Donc ça veut dire qu'au moins 80% des experts avaient donné une note supérieure ou égale à 7. En termes réglementaires, il n'y avait rien de particulier puisqu'on était sur une étude hors loi GRB. Donc qu'est-ce que ça a donné? Donc tout d'abord, les items ont été élaborés à partir de 16 principaux articles, donc notamment des revues systématiques et des guides de prescription. Il y a eu une première lecture, une pré-consultation sur un groupe restreint d'experts qui a permis d'assurer la lisibilité, la compréhension de ces items, d'en séparer certains par exemple, et donc on a proposé un premier outil qui comprenait 53 items. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je l'ai dit dans l'objectif, on a ciblé la classe des antidépresseurs comme c'était ceux qu'on avait retrouvés de plus pertinentes cliniquement parmi les PPI. Donc c'était que sur les antidépresseurs, et donc c'était trié en thématiques, donc des items qui concernaient plutôt les généralités de prescription et de suivi d'un antidépresseur, des items plus spécifiques, donc la prescription d'un antidépresseur en cas de pathologie cardiovasculaire, de bilan neurocognitif altéré, d'insuffisance rénale ou hépatique, et puis ensuite en cas d'autres traitements associés d'intérêt ou d'autres comorbidités d'intérêt. Et enfin, on s'est un peu spécifié sur les cas de pharmacorésistance. Donc il y a eu 2 tours de consultation, donc on est encore en cours de réalisation du 3e. Donc le premier tour de consultation, il y a eu 23 réponses d'experts, ça a permis de valider 19 items. Et le deuxième tour, il y a eu 20 experts qui ont répondu et qui ont permis de valider 20 items. 19. Donc dans l'outil final actuellement, il y a 39 items qui sont inclus. Ces items concernent notamment, pas que, mais tout ce qui est évaluation du terrain du patient avant de prescrire un antidépresseur, donc la recherche des comorbidités, des traitements associés qui sont importants à rechercher. Tout ce qui concerne également la vigilance apportée sur la charge anticholinergique, donc à la fois spécifiquement sur l'antidépresseur, mais aussi le fait de regarder la prescription de manière globale. Tous les items qui concernaient, pas tous, mais la prescription en cas d'insuffisance hépatique, de comorbidité cardiovasculaire ou de bilan neurologique altéré ont aussi été validés. Le fait de ne pas prescrire d'imiframinique en première intention. Les associations non recommandées, donc par exemple 2 ISRS ou un IRSS et un IRSNA par exemple. Par contre, le fait en cas de pharmacorésistance et donc après 2 lignes bien tenues de monothérapie, de passer à une bithérapie d'antidépresseurs. Et là, je pense plutôt à l'ISRS avec la mirtazapine. Pareil, toujours en cas de pharmacorésistance, la potentialisation par le lithium a été validée.
Et on a inclus, suite au deuxième tour, des stratégies non médicamenteuses, le CT et la RTMS, puisqu'on voulait avoir un avis global sur la prise en charge de l'épisode dépressif caractérisé chez le sujet âgé, et qui ont aussi été inclus dans l'outil. Donc, actuellement, toujours en cours, s'il y a des personnes concernées dans la salle, toujours temps de répondre, il y a 27 items proposés, donc qui concernent les items qui n'ont pas obtenu de consensus pour l'instant. C'est notamment la prescription d'antidépresseurs en cas d'hyponatrémie récente ou concomitante, les paramètres de surveillance à mettre en place, soit systématiques ou en situation particulière, la prescription d'antidépresseurs en cas d'insuffisance rénale, les autres stratégies de potentialisation des antidépresseurs, la place de la vortioxétine et de la mélancérine qui sont toujours aussi discutées, et on a également proposé un arbre de décision thérapeutique donc qui a cette forme-là. Donc là j'ai enlevé le contenu bien évidemment parce que ce n'est pas validé encore, mais l'objectif c'est d'avoir un arbre assez pratique avec les différentes lignes de traitement et quand est-ce qu'on est hors AMM, quand est-ce qu'un avis spécialisé est nécessaire notamment. Un exemple d'item qui est là aussi très pratico-pratique, mais qui a été modifié au gré des tours. Donc on avait proposé au tour 1 l'item « Les antidépresseurs doivent être instaurés par palier hebdomadaire de 25 à 50% de la posologie maximale ». Cet item n'a pas obtenu de consensus, on l'a modifié pour le tour 2. Donc au lieu de parler de posologie maximale, on a plutôt parlé de posologie cible. Et on a augmenté la durée des paliers. On s'est dit, suite aux commentaires, que 50% de la posologie cible dès l'instauration, c'était peut-être beaucoup, donc on a statué sur 25%, tout en parlant des cas d'épisodes sévères qui pouvaient nécessiter des paliers soit plus rapides notamment, ou une augmentation plus rapide de la dose. Et puis surtout la nécessité, on n'en avait pas parlé, de la réévaluation de cette posologie. Finalement, suite au tour 2, il n'a toujours pas obtenu consensus. On avait effectivement oublié quelques facteurs qui pouvaient entrer en jeu dans le cadre de l'initiation du traitement. Donc on a renoté la notion de 50% de la posologie cible, puisque parfois on n'a pas le choix, et notamment en cas de formes galéniques indisponibles, où on ne peut pas faire de comprimés sécables, etc., ou pas de solution buvable, notamment. La sévérité de l'épisode, on en avait déjà parlé, et surtout ce qui doit guider finalement la prescription de l'antidépresseur, la tolérance du patient. Donc voilà où on en est pour cet outil actuellement. Donc si on le discute, on a un outil qui est fait à partir d'une méthodologie qui est validée, qui est utilisée habituellement pour obtenir un consensus. On a un nombre d'experts qui, en fonction des tours, est supérieur ou égal à 20. Une bonne répartition géographique, donc une représentation des pratiques nationales plutôt respectée. Des experts qui sont plutôt expérimentés là aussi, avec la grande majorité qui avait plus de 10 ans d'expérience. Si on regarde les thématiques d'items choisis, on voit que c'est conforme aux comorbidités de la population âgée. Je pense notamment au fait de tenir compte des comorbidités cardiovasculaires et neurologiques. C'est un outil qui permettra de rappeler l'importance de la prise en compte des interactions médicamenteuses, puisqu'on est dans une population qui est très fréquemment polymédiquée, donc c'est important, mais malgré tout qui rappellera également la nécessité d'une prescription à dose optimale et sur une durée suffisante pour éviter ce qui est très fréquemment le cas avec les antidépresseurs, une sous-utilisation ou une mauvaise utilisation de la molécule. La principale limite qu'on rencontre pour obtenir un consensus, finalement, c'est le fait, on le dit souvent, mais qu'il y a peu d'études où le sujet âgé est intégré, et donc on ne peut pas conclure sur certaines stratégies de potentialisation ou certains traitements dans cette population. Donc je ne sais pas si on arrivera à obtenir un consensus à la fin du 3e tour, mais on verra, surprise. Donc pour conclure, l'outil PEPS, c'est un outil qui est issu d'une expertise pluridisciplinaire, donc c'est une grande force. C'est un outil qui, on l'espère, permettra de limiter la iatrogénie en lien avec les antidépresseurs dans la population âgée, mais surtout aussi d'améliorer leur efficacité, et notamment en cas d'épisode dépressif caractérisé résistant. Donc l'objectif, c'est d'établir des recommandations précises, mais aussi et surtout pratiques au quotidien, et je pense notamment aux médecins généralistes dans le cadre des consultations du quotidien. Donc il va falloir aussi trouver une stratégie de diffusion, un outil qui va pouvoir répondre à cet objectif, et pourquoi pas se servir aussi de cet outil comme support de formation pour les futurs psychiatres de la personne âgée et autres professionnels de santé. Voilà, je vous remercie de votre attention, et je remercie s'il y a des participants à l'enquête du temps consacré pour le travail.
Un grand merci pour cette communication et puis la création de ce nouvel outil qui va nous être utile parce que dans nos pratiques, on est parfois un peu seul dans nos prises de décision et c'est important justement d'harmoniser nos pratiques et puis également de les structurer et puis d'avoir un référentiel. Donc superbe initiative. Alors j'ai bien vu passer les mails et j'ai oublié d'y répondre, mais je vais essayer de répondre à la troisième vague. Merci Samuel. Est-ce que vous auriez des questions? Oui. Alors, ça dépend un peu des lignes. On a parfois spécifié des molécules plus précisément. On n'a pas mis dans cette table pour l'instant de notion de dose, puisqu'on pense que c'est complémentaire aux items qu'on va proposer, où là on en parle. Parfois on ne spécifie pas de molécules, on parle plutôt de classes, mais là aussi c'est assez complémentaire finalement avec les items, et c'est tout à fait modifiable encore. Mais l'idée c'est d'avoir un niveau de précision quand même supérieur à ce qu'on trouve habituellement dans les recours. C'est ça. Ça reste un peu vague et sur le terrain, on est quand même Comment, pardon? C'est l'objectif de le diffuser. Je pense qu'il y aura un papier qui sortira, j'espère, c'est début d'année scolaire prochaine, on va dire. Et après, il sera aussi potentiellement mis à disposition par le site du centre de ressources de Nantes. Je ne sais pas si... on travaille aussi avec on recherche des canaux de diffusion. C'est-à-dire qu'on sait que les généralistes, par exemple, ils utilisent pas mal Internet dans les moments de leur consultation. Il faut réfléchir aussi à des manières de le rendre accessible. C'est ça. C'est vrai que j'en ai pas parlé parce que c'est pas concret encore, mais l'objectif ce serait de s'intégrer aussi au sein d'un site Internet qui permet déjà ça en rentrant le terrain du patient, l'objectif du traitement, on aboutit à une réponse assez précise sur la décision de l'antidépresseur. Le but, ce serait de s'intégrer là-dedans, mais c'est encore en projet. Oui, puis je crois qu'en psychiatrie, nous faisons tous des ordonnances potentiellement inappropriées. Et qu'il est vraiment important de recontextualiser d'un point de vue clinique le pourquoi de nos prescriptions. Et tu l'as bien dit, hein, on a souvent affaire à des situations avec des pathologies sévères, voire résistantes. Et donc on ne peut pas avoir la même grille de raisonnement. Et je pense que cette initiative, elle nous permet justement de pondérer nos prescriptions en fonction de ce contexte clinique. Et c'est vraiment important pour nous tous. Sinon, nous avons toujours l'impression d'être hors dehors des clous en soignant bien. Alors je propose maintenant de continuer avec donc une troisième communication qui va traiter du lien entre la peur de la chute et la symptomatologie dépressive et notamment la question des antidépresseurs dans la prise en charge du syndrome post-chute. Donc Warda Bari d'Évreux, hein, je ne vous connais pas, mais je vous laisse la parole. Bonjour à tous, donc je suis le docteur Warda Bari, je suis gériatre à Évreux au sein d'une équipe mobile de psychiatrie de la personne âgée. On effectue des visites en EHPAD. Je remercie les membres du congrès de me permettre d'aborder ce jour le sujet de la place des antidépresseurs dans les troubles psychocomportementaux du syndrome post-chute. Alors, comme vous le savez, les sujets âgés sont chuteuses, avec près de 2 millions de chutes par an chez les plus de 65 ans. C'est la première cause de mortalité accidentelle pour cette tranche d'âge. Elle entraîne une réduction de la qualité de vie par la réduction de l'autonomie, des activités physiques et sociales. Les conséquences des chutes, et vous verrez de d'autres facteurs aussi précipitants, entraînent des conséquences, des complications physiques et psychologiques. Elles ont été regroupées dans un syndrome initialement appelé le syndrome post-chute, qui a été décrit initialement par l'équipe de gériatrie de Dijon.
Ce syndrome a ensuite évolué pour finalement s'appeler le syndrome de désadaptation psychomotrice. Alors là-bas, ce sont des lésions sous-cortico-frontales qui entraînent d'une part des conséquences physiques telles qu'une anomalie posturale, la rétropulsion, des anomalies motrices non spécifiques telles que le freezing, la marche à pas glissée, et des anomalies des automatismes moteurs telles que l'hypertonie réactionnelle, la kinésie axiale et la réduction des réactions posturales et parachutes. Donc la rétropulsion, c'est le symptôme majeur du syndrome de désadaptation psychomotrice. En position debout, la verticale du patient est en dehors du polygone de sustentation, le tronc bascule en arrière et un risque de chute postérieure. Pour compenser et ramener le centre de gravité dans l'axe du centre des pieds, le patient fléchit les hanches et les genoux, ce qui donne à peu près cette position. Parfois, il s'agrippe en avant sur un objet ou un tiers pour éviter de tomber en arrière. La rétropulsion se voit également en position assise avec un déjettement du tronc en arrière, les pieds glissés en avant. Le patient est incapable de réaliser ces transferts parce qu'il n'arrive plus à projeter le tronc en avant pour pouvoir se relever. Donc les conséquences psychologiques de ce syndrome, elles varient en fonction de la vitesse d'installation. À gauche, à la période aiguë, on a surtout une sidération des automatismes moteurs et une anxiété majeure et une peur d'exécuter tout geste posturomoteur, marcher, voire même juste se mettre debout. À la phase chronique, à droite, ce sont des troubles exécutifs ou de la conation qui prédominent, tels que la bradypsychie, l'indifférence, l'apathie, la boulie, la démotivation. Alors, ce sont souvent des patients qu'on n'a pas réussi à remettre debout rapidement du fait d'événements de santé majeurs, leur état de santé très fragile, et du coup, ils sont vraiment démotivés, ils perdent tout intérêt à marcher, ils préfèrent rester au lit. Alors l'élément central de ce syndrome, c'est le système nerveux central, compte tenu de la présence de lésions sous-cortico-frontales. Donc pour rappel, le sous-cortex, c'est la zone de transit des messages neurosensoriels à direction du cortex. Ensuite, le cortex, suite à ces messages, envoie une réponse motrice. Donc du fait des lésions sous-cortico-frontales, on voit des troubles moteurs, des troubles de la posture et des troubles exécutifs. Donc à gauche, les pathologies chroniques ou prédisposantes à l'origine de ce dysfonctionnement sont les affections dégénératives, surtout les atteintes vasculaires sous-corticales et la dilatation ventriculaire représentée par l'hydrocéphalie à pression normale. Et puis à droite, ce sont les facteurs aigus, précipitants, qui vont faire décompenser cet état de fragilité sous-jacente. Donc on a vu la chute tout à l'heure, mais il y a d'autres facteurs comme l'alitement ou d'autres pathologies, l'hyperthermie, la déshydratation, les troubles métaboliques, l'hypotension artérielle ou orthostatique, l'hypoxie, la réduction du débit cardiaque et puis des médicaments qui peuvent avoir un impact sur le système nerveux central. Alors ces étiologies peuvent être représentées par ce schéma. Il représente la décompensation fonctionnelle de la personne âgée. Il a été décrit par un gériatre en 1984, le docteur Bouchon. Alors en abscisse, vous avez l'âge. En ordonnée, vous avez la fonction d'organe. La courbe 1 représente le vieillissement pathologique. La courbe 2, ce sont les pathologies chroniques, comme on a vu tout à l'heure, à l'origine des lésions sous-cortico-frontales. Et les courbes 3, ce sont les facteurs aigus, précipitants, qui peuvent faire décompenser le patient et le faire passer sous le seuil de décompensation dans la dépendance qui est parfois irréversible. Alors, la peur du chuter, elle a vraiment un lien central, vraiment pivot dans le syndrome de désadaptation psychomotrice. Elle peut être secondaire à la chute et elle peut aussi être présente en l'absence de chute. Elle correspond à une crainte durable de tomber qui conduit un individu à éviter des activités qu'il reste capable d'effectuer. Elle représente un facteur de risque et une conséquence de la chute. Parmi ces conséquences, on voit une réduction des activités qui représente une stratégie sécuritaire pour le patient, un déclin des capacités fonctionnelles entraînant la dépendance. Et bien sûr, on comprend qu'avec cette dépendance, le déclin des capacités fonctionnelles, il peut y avoir des récidives de chute. Également, du fait de la peur de chuter, il y a une altération du sentiment d'indépendance et de bien-être des patients, entraînant une perte de confiance en soi et parfois l'apparition d'idées négatives et donc d'un syndrome dépressif.
Les causes de la peur de chuter, on revoit un peu les conséquences finalement. Un antécédent de chute, des troubles de l'équilibre, l'utilisation d'une aide technique à la marche qui est le témoin d'une marche fragile, de troubles de l'équilibre, un déclin fonctionnel. Également, il a été montré qu'un syndrome dépressif et une anxiété étaient des facteurs qui prédisposaient à l'apparition d'une peur de chuter. Alors une étude a montré que l'augmentation d'un point du GDS ou d'un point du time up and go était associée à une multipliée par 34 et 36 fois le risque de développer une peur de chuter. Donc la prise en charge de ce syndrome, c'est une urgence gériatrique compte tenu de ses conséquences fonctionnelles et vitales. Il y a 2 axes de prise en charge. Petit 1, la prise en charge des facteurs prédisposants, précipitants, et puis la correction des symptômes, c'est-à-dire la reverticalisation. Le but, c'est de prévenir les chutes, et puis on a montré une étude a montré un effet bénéfique sur la symptomatologie dépressive, alors peut-être par l'amélioration de ce sentiment d'efficacité à la marche, sentiment d'indépendance. La prise en charge est multidisciplinaire via un médecin, les kinés, les ergothérapeutes et les psychologues. Donc on arrive un peu dans le vif du sujet, quelle est la place des antidépresseurs dans ce syndrome. On sait qu'il y a un lien entre syndrome dépressif et chute. Le syndrome dépressif entraîne une fatigabilité à la marche, un ralentissement psychomoteur, une perte d'appétit à l'origine d'une perte de masse musculaire, et tout ça prédispose aux chutes. On sait également que les chutes, comme on l'a vu tout à l'heure, entraînent une diminution des activités, une dépendance, une perte de confiance en soi, une démotivation, une perte d'initiative motrice et l'apparition de pensées négatives. On sait aussi qu'un syndrome dépressif non traité majore le risque de chute, que les médicaments psychotropes augmenteraient également le risque de chute, et les antidépresseurs sont associés à une diminution de la minéralisation osseuse. Donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors un schéma issu de la littérature récapitule un petit peu tout cela et ce lien complexe entre syndrome dépressif, peur de chuter et chute. La peur de chuter est décrite comme un médiateur entre le syndrome dépressif et la chute. Les antidépresseurs qui ont été représentés par les IRS ont en effet des effets cardiovasculaires, insomnie, sédation, troubles de la marche. Les études ont montré que ces effets étaient surtout présents quand il y avait un mésusage des antidépresseurs qui étaient par exemple mis en l'absence d'indications bien claires. Donc, pour conclure, il semble nécessaire d'analyser les troubles psychocomportementaux du syndrome de désadaptation psychomotrice et de savoir déjà dans quelle phase on se trouve, à la phase aiguë ou à la phase chronique. La prise en charge, elle reste non médicamenteuse dans un premier temps, multifactorielle, comme on l'a dit tout à l'heure, et répétée. Ça peut prendre plusieurs mois pour obtenir la reverticalisation du patient. Les antidépresseurs doivent être mis en place, en effet, en cas d'indication précise ou en l'absence d'amélioration. Alors, certains auteurs rapprochent les syndromes psychocomportementaux d'un trouble phobique avec une anxiété à la station debout, l'anxiété anticipatoire et puis également l'utilisation d'un objet contraphobique avec l'utilisation d'un tiers. Il y a également des échelles pour dépister la peur de chuter. Comme on l'a dit, la peur de chuter est un élément central entre le syndrome dépressif et les chutes. Donc ça peut nous aider pour la thérapeutique. Je vous remercie de votre attention. Merci pour ce rappel très complet autour du syndrome post-chute et puis des facteurs qui y contribuent, la fragilité de nos patients et puis une fois que le patient a chuté, eh bien la peur de rechuter qui va contribuer elle-même à favoriser le risque de chute. Alors moi j'aurais peut-être une question à vous poser. Il y a probablement des facteurs liés à la chute qui vont contribuer au syndrome post-chute. Je pense notamment au caractère traumatique ou non de la chute, et si la chute a été prolongée ou non, dans l'idée que bien souvent, en tout cas les patients qu'on peut être amenés à rencontrer en psychiatrie de liaison, qui ont chuté, semblent parfois avoir un syndrome de stress post-traumatique lié à la chute. Donc est-ce que vous rencontrez dans vos pratiques ce profil de patients ? Oui, les patients peuvent être... alors, il y a plusieurs degrés, en fait, dans le syndrome post-chute et dans la peur de chuter, comme vous l'avez dit. Ça peut être l'anxiété, tout simplement, à la chute, à la reverticalisation. Et puis, on peut aller jusqu'au trouble phobique et à l'état de stress post-traumatique. On voit un petit peu toutes ces variantes. Mais c'est quelque chose qu'on voit, en effet, très, très fréquemment et qu'il faut prendre en charge très rapidement. Vraiment, la reverticalisation précoce, avec les différents acteurs de santé, c'est vraiment ce qui va aider à contrer cette anxiété. Auriez-vous des questions à poser à Warda Bari? Oui, Samuel. On pourrait mettre l'antidépresseur un peu en test thérapeutique en
Alors, il semble important, pardon. Il semble important tout d'abord d'avoir un petit peu les antériorités, les antécédents du patient, savoir s'il y a eu des dépressions par le passé. Ensuite, la prise en charge, en effet, elle doit être répétée, multifactorielle. Alors, en effet, il faut bien analyser finement les troubles psychocomportementaux parce que parfois, il peut y avoir en effet de la dépression, c'est bien clair. Donc là, on peut mettre en place un traitement en plus des mesures associées. Ça peut être de la dépression avec une petite forme d'apathie comme une dépression conative. Donc là, oui aussi, l'antidépresseur peut avoir sa place. Parfois, on peut se faire avoir et c'est juste de l'apathie. Et en effet, là, l'antidépresseur peut être délétère. Voilà, c'est vraiment se dire, on répète, c'est vraiment au cas par cas. Dans l'état de stress post-traumatique, en effet, c'est pas la prise en charge médicamenteuse qui est qu'on met en place dans un premier temps. Mais si le patient a des troubles cognitifs sévères et qu'il ne peut pas, en effet, avoir de psychothérapie, dans ce cas-là, est-ce qu'on ne mettrait pas un antidépresseur à viser comme un test, en fait, finalement, un traitement d'épreuve? En plus, par contre, toujours avec les mesures non médicamenteuses. D'autres questions éventuellement? Oui. Alors, je n'ai pas de retour dans la littérature, mais des retours d'expérience, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué quand on a loupé la période aiguë, mais parfois on ne peut pas. Des patients qui ont été alités longtemps, une chute importante avec une rhabdomyolyse importante, plusieurs complications médicales qui se rajoutent. C'est parfois très compliqué. Voilà, j'ai pas de retour dans la littérature, c'est plutôt des retours d'expérience où là on sait que c'est très très long, voire parfois impossible de récupérer l'autonomie antérieure. C'est pour ça qu'on disait j'avais dit que les conséquences étaient très délétères fonctionnellement et même vitales. Eh bien, encore merci pour votre présentation. Donc, j'appelle maintenant Nicolas Guel de Bavilliers à venir parler. Et donc, vous allez nous parler du bilan éducatif partagé avec une communication intitulée « Un accompagnement soignant pour mieux vieillir avec sa santé mentale ». Merci. Donc, bonjour à tous. Je me permets de vous présenter le bilan éducatif partagé, un accompagnement soignant pour mieux vivre avec ma santé mentale. À l'origine, c'était une de mes collègues cadres supérieurs qui devait venir vous partager ce moment. Elle n'a malheureusement pas pu être là et je vais tenter de transmettre son message de la manière la plus juste qu'il soit. Donc ce que je vais vous présenter, c'est un retour d'expérience sur l'équipe mobile et l'hôpital de jour de psychiatrie du sujet âgé de Bavilliers, dont je dépends, où on a modifié le processus d'entrée dans ces soins, avec notamment un transfert du recueil de données classique que les infirmiers connaissent, basé sur les besoins, avec un recueil de données qui est maintenant exclusivement fait au travers du bilan éducatif partagé. Donc ce qui va m'intéresser, c'est pas tant de vous expliquer toute la démarche éducative, mais de vous faire un retour sur l'évolution de la prise en soin et surtout sur les bénéfices perçus, que ce soit tant du point de vue des patients que du point de vue des soignants. Donc on va quand même faire un petit rappel de ce qu'est le bilan éducatif partagé pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Donc c'est un élément de la démarche d'éducation thérapeutique. C'est un recueil d'informations qui va se baser sur les différentes sphères de la personne, la sphère bioclinique, éducative, psychosociale, environnementale, culturelle. On va chercher à savoir ce que le patient est, ce qu'il sait, ce qu'il croit, et surtout ce dont il a envie pour lui. C'est un recueil qui n'est pas figé dans le temps. Et c'est une réelle démarche de co-construction où on invite le patient à réfléchir et où le soignant également construit sa démarche. Le but de ce recueil de données est d'amener à fixer des objectifs communs entre le patient et le soignant, avec également un programme d'éducation thérapeutique et plus globalement un projet de soins. Il y a une petite phrase qui me plaît beaucoup et je vais vous la partager sur le bilan éducatif partagé. Donc,
c'est le temps qu'on prend avec le patient pour faire cette démarche. C'est le fait d'écouter l'autre dans sa singularité et sa complexité. Donc avant l'instauration du bilan éducatif partagé comme recueil de données principal sur l'hôpital de jour, on avait une approche de la prise en charge qui était beaucoup plus centrée sur la maladie, la personne, sur ses déficits, avec une position du soignant comme un soignant expert, un soignant sachant, avec une relation particulièrement verticale entre le soignant et le patient, et où on cherchait à satisfaire des besoins, à combler des déficits et surtout à traiter les symptômes et la maladie. Et avec la mise en œuvre du BEP, donc du bilan éducatif partagé, on s'est aperçu qu'on était dans un changement de paradigme. On abordait le paradigme de la transformation qui vise non plus à pallier un déficit, mais qui vise avant tout le bien-être selon le patient. Le soignant, il se positionne dans une relation d'accompagnant et on est dans une relation de l'être avec. Et le point important de ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'au final, il y avait un développement mutuel, tant pour le soignant et le patient autour de connaissances et compétences, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, un patient, quand il arrive dans l'hôpital de jour ou dans la file active de l'équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé, il va lui être systématiquement proposé un bilan éducatif partagé qui va permettre de définir un projet de soins individualisé. Donc ça va reprendre une démarche d'éducation thérapeutique, ça va aussi conduire à proposer des ateliers individuels et collectifs de remédiation cognitive, de psychoéducation. On va également fixer avec le patient s'il a des souhaits d'entretien réguliers, moins réguliers, des entretiens plutôt formels. On va également réfléchir avec le patient tous les intervenants dont il pourra avoir besoin durant sa prise en charge. Et on va agrémenter cette démarche d'entrée dans d'admission, on pourrait dire, d'une échelle telle que l'échelle d'HAD, qui va nous servir à évaluer d'une part l'impact de nos activités et qui nous permet d'avoir des données qu'on collecte actuellement pour faire de la recherche. Pour en revenir au bilan éducatif partagé, donc on réévalue à minima tous les 6 mois et à tout moment lors du changement de l'état de santé du patient ou à la demande du patient. Ce qui permet d'avoir une prise en soin qui en fait est continuellement en mouvement. Donc voici les bénéfices majeurs, la liste est non exhaustive, qu'on a pu remarquer pour le patient. Donc c'est le fait qu'on arrive sur une prise en charge beaucoup plus individualisée, avec non plus un patient qui doit s'adapter aux soins, mais bien un soin qui s'adapte au patient. On remarque que depuis cette démarche, il y a une meilleure réponse en termes de conservation de l'autonomie et de la dépendance, que les durées de séjour en psychiatrie, les temps de prise en charge sont diminués. On remarque donc qu'effectivement, il y a un développement de connaissances et de compétences autour de la pathologie, autour du soi, et surtout, ça positionne le patient en tant qu'acteur de sa santé, ce qui conduit principalement à la déstigmatisation également du sujet âgé. Concernant les bénéfices pour le soignant et pour les soins, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y avait donc ce que je vous expliquais, un changement de paradigme qui a permis de redonner un peu plus de sens aux soins pour les soignants. On a remarqué également qu'il y avait une amélioration de l'alliance thérapeutique du fait de cette position horizontale entre le patient et le soignant. On a remarqué également que le soignant, au travers de ses interventions, développait plus de connaissances et de compétences. En termes de soins, donc on est dans une approche qui est beaucoup plus holistique et on tend vers des modèles de soins qui sont beaucoup plus humanistes, beaucoup plus proches de la théorie des modèles de soins humanistes. Donc j'en arrive à ma conclusion. Ce qui a été le plus dur dans cette transition, au final, ça n'a pas été de changer de démarche, mais ça a été le changement du recueil d'informations. Parce que c'est difficile de désapprendre pour passer sur autre chose. Et c'est vrai que souvent, quand on est infirmier, on est très orienté sur les 14 besoins, sur les besoins fondamentaux. Et de plus en plus, on tend à aller vers d'autres recueils de données. Et c'est ce qui a été plus dur dans la transition pour les soignants. Mais ça en valait la peine parce qu'on se permet de constater que le patient est beaucoup plus acteur, qui développe un empowerment et qu'il y a une grosse diminution de la stigmatisation vis-à-vis des soignants, vis-à-vis des patients. En regard de ces évolutions plutôt positives, on se projette dans l'association hospitalière de Bourgogne-Franche-Comté
d'étendre cette démarche sur les unités extra-hospitalières au vu des résultats plutôt intéressants. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vais avoir d'autres remerciements, notamment pour les patients qui chaque jour nous font évoluer et grandir un peu plus. Merci à vous. Merci pour votre présentation, puis ce retour d'expérience autour du bilan éducatif partagé. Moi, ce que je retiens, c'est que ce bilan éducatif, il est important pour les personnes qu'on soigne, parce que ça leur permet de se réapproprier le soin, et donc le soin n'est plus orienté sur la maladie, mais sur leurs aspirations, au bout du compte, en collaboration bien sûr avec l'équipe soignante. Mais ce que j'entends aussi, c'est que ça redonne du sens à l'équipe soignante, ce qui est un point fondamental pour nos pratiques. Alors, la question que j'avais vous poser, j'ai vu que vous étiez IPA, donc infirmier en pratique avancée, et donc c'est un métier récent. Je voulais savoir quelle était finalement la place de l'IPA, de votre métier maintenant justement, dans la mise en place de ce bilan éducatif partagé. Est-ce que vous êtes en première ligne auprès des patients, ou est-ce qu'au contraire toute l'équipe s'approprie ce bilan éducatif partagé? Comment ça se passe en termes de méthodologie et d'organisation? Alors sur cette démarche, moi je suis beaucoup plus dans l'accompagnement du soignant, sur la formation autour du bilan éducatif partagé justement, et pas tant dans la démarche auprès du patient. J'interviens sur d'autres choses dans l'intersecteur de psychiatrie, mais moi je porte surtout la formation au niveau des soignants. Samuel, et puis... Alors on va retrouver beaucoup de trames sur Internet, sur les réseaux et autres. Et en fait, vous me permettez 2 secondes. Je vous laisse le micro. Je vais vous montrer. Je peux vous le faire passer. C'est les supports qu'on utilise avec les différentes thématiques qui vont parler de la personne. Donc, le soutien, les loisirs, les activités, la santé physique, enfin j'en passe et d'autres. Si vous voulez regarder, il n'y a pas de souci. On se balade là-dessus. Et ce qui va vraiment nous intéresser, c'est surtout qu'est-ce que le patient veut pour lui. Vous avez trouvé alors les items, il y a des recommandations de l'HAS sur l'éducation thérapeutique et on les retrouve là-dedans. Il y a plusieurs conférenciers, Rachel Parmentier notamment, qui a produit pas mal d'informations à ce sujet. Et nous, on a fait nos cartes à notre sauce, en se disant voilà, c'est plus un support de médiation quand on arrive avec des patients qui pourraient avoir des difficultés dans la communication ou des difficultés d'élaboration. Ouais. Il y a souvent une balance entre comment s'organiser en tant que soignant pour planifier ses activités à l'avance. Mais si on a des patients qui arrivent avec des desiderata entre guillemets personnalisés, comment on s'adapte dans l'organisation des soins à ce côté personnalisé du contenu de la médiation? Jusqu'où on peut aller? Alors, jusqu'où on peut aller, en général, c'est en lien avec les moyens humains. Mais pour autant, alors j'ai la chance d'être sur un petit hôpital de jour avec une file active, je crois autour de 70 patients, ce qui n'est pas énorme, et donc avec une équipe qui peut se permettre de faire un pas de côté et pouvoir prendre en charge individuellement le patient, et aussi avec une équipe qui est composée d'une psychomotricienne, qui est composée d'une neuropsychologue, avec des soignants, un infirmier, enfin voilà. Donc on a quand même une équipe avec beaucoup de professionnels pour peu de patients, ce qui au final permet quand même une certaine souplesse. Oui. J'avais une question, comment concrètement ça se met en place ce projet de temps? Est-ce que c'est un temps d'échange en équipe avec le patient, ou est-ce que c'est vous qui allez voir le patient, évoquer toutes ces questions-là, ensuite vous faites un retour avec l'équipe et c'est là où vous proposez les suggestions du patient, et ensuite vous faites un feedback?
Alors, en général, c'est un temps qui est vraiment dédié aux patients. Comme on fait un entretien d'admission, là, on fait un temps où on appelle le temps de recueil des données, sur le temps d'admission, où on va prendre une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, ou peut-être en 2 séances, parce que c'est vrai que ça demande, quand on va explorer toutes les sphères du patient, on sait très bien que l'attention, elle peut être parfois pas suffisante pour tenir l'ensemble des domaines d'un coup, hein. Donc on va prendre un temps vraiment formel avec le patient, 1 fois ou 2 fois, un soignant avec le patient. En général, ça va être souvent une référence, ce qui va permettre de rassurer aussi le patient, d'avoir une tête avec qui il a déjà pu échanger. Et ensuite, effectivement, au regard de ce qui a été dit avec le patient et décidé, le soignant va faire un retour à l'équipe et l'équipe peut éventuellement faire un retour pour proposer les personnels aux patients. Est-ce qu'il y a un retour qui est fait aux patients ensuite Ouais. sur la conversation? Oui, effectivement, il y a un retour, on est vraiment dans un va-et-vient. L'intérêt, c'est vraiment de positionner le patient au centre en fait de sa démarche et qu'il puisse dire oui, ça me convient, ou au final on avait dit ça et puis ça c'est pas en phase avec. Alors c'est pas toujours évident, hein, on sait bien qu'on a des patients qui ont certaines limites, mais tant qu'on peut, on le fait. Une dernière question, vous avez précisé que vous proposiez une évaluation avec la HAD. Donc c'est une bonne échelle pour l'anxiété et la dépression, mais là on est dans une approche qui est un peu différente, peut-être en termes de qualité de vie ou de satisfaction. Est-ce que vous avez envisagé d'utiliser d'autres types d'échelles qui permettent d'évaluer plus finalement le vécu du patient, le vécu subjectif? Alors, on est en train d'y travailler, on est en train de commencer à y réfléchir. C'est vrai qu'on était, l'échelle qui avait été choisie au début pour avoir des données dans une démarche de recherche scientifique. Elle sert moins à évaluer l'efficacité de l'atelier vécu par le patient, mais plus nous à récolter des données pour voir comment on avance au regard de ce qu'on propose. Voilà, mais effectivement, on réfléchit à d'autres échelles et plus pour évaluer de manière pragmatique, entre guillemets, les choses. Encore merci pour votre présentation. Et il est temps d'enchaîner donc avec Jalal Charon, donc de Nantes. Et donc vous allez nous parler de démence frontotemporale et surtout sur la question difficile du diagnostic différentiel entre certaines démences frontotemporales et certaines pathologies psychiatriques vieillissantes, j'imagine. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jalal Charon, je suis chef de clinique en psychiatrie au CHU de Nantes. Et donc, je remercie les organisateurs du congrès de me permettre de vous parler de cette question difficile que constitue le diagnostic différentiel entre maladie mentale et démence frontotemporale. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer en lien avec cette présentation. Et donc ma réflexion sur cette difficulté diagnostique, elle démarre par une situation clinique. C'est une patiente de 59 ans que j'ai rencontrée en endocrinologie dans le cadre de ma pratique de psychiatrie liaison. C'est une patiente qui était hospitalisée dans le service depuis 6 mois pour le déséquilibre de son diabète de type 1, maladie avec laquelle elle avait jusqu'alors vécu toute sa vie. Ce déséquilibre, il survient dans un contexte d'apparition de troubles cognitifs et de troubles comportementaux depuis 3 ans environ. Sur le plan clinique, c'est une patiente qui a une présentation clinique qui est très fluctuante. Son contact, d'abord, peut varier entre l'hostilité et la familiarité. Elle peut avoir un discours extrêmement décousu, passant du coq à l'âne, avec des réponses à côté. Elle peut persévérer à la fois sur le plan des comportements moteurs, mais également sur le plan du discours. Elle peut avoir une humeur labile. Elle peut être irritable, refuser parfois les soins. Parfois, elle fait preuve d'une jovialité inappropriée. On décrit également des achats répétés à la cafétéria qui peuvent inquiéter l'équipe. Et par moments, il y a des idées de persécution transitoire. Et la patiente, elle, est totalement anosognosique,
de tous ces éléments que je viens de vous dire, elle ne se plaint de rien. Alors la première, une autre chose, c'est que sur le plan de ses antécédents, c'est une personne qui a fait un épisode dépressif au cours de sa vie, à l'âge de 30 ans. Elle avait été hospitalisée une seule journée. On ne retrouve pas d'autres hospitalisations. Il y a des notions de négligence dans l'enfance, avec des relations familiales complexes par la suite. Elle a travaillé toute sa vie, et elle a une fille handicapée dont elle a la tutelle. Alors la question diagnostique qui se pose initialement, c'est la distinction entre maladie d'Alzheimer de forme pariétale, démence frontotemporale et maladie psychiatrique primaire. Alors, sur la suite, je vais vous parler des éléments du bilan complémentaire. Donc sur le bilan biologique, on retrouve une hyponatrémie fluctuante. L'étiologie va être un SIADH, donc d'étiologie indéterminée. Au niveau de la neuroimagerie, l'IRM cérébral retrouve une atrophie cortico-sous-corticale à prédominance fronto-temporopariétale droite, une atrophie hippocampique. En imagerie métabolique, on retrouve un hypométabolisme pariétal droite, mais qui est aspécifique. Et puis, c'est une patiente qui va avoir un bilan neuropsychologique, qui va retrouver différents éléments, notamment de bonnes capacités de mémoire épisodique, des dysfonctionnements exécutifs, une altération des fonctions visuospatiales et de la dénomination d'images, un manque du mot, quelques paraphrases phonémiques et sémantiques, et une altération marquée de la cognition sociale. Sur le plan des biomarqueurs, alors sur le plan de l'analyse du LCS, on ne retrouve pas d'éléments en faveur d'une méningite. Donc il n'y a rien à signaler sur le LCS, enfin sur le bilan qu'on fait en première intention. On ne retrouve pas non plus de marqueurs d'encéphalite auto-immune. Les analyses génétiques qu'on fait dans le cadre de la démence frontotemporale, donc on recherche la mutation C9ORF72 qui revient négative, et puis le taux de progranuline plasmatique était normal, ce qui fait qu'on ne fait pas la recherche de la mutation génétique. Les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer donc reviennent négatifs pour la maladie d'Alzheimer. Donc on n'a pas d'argument pour ça. Donc ça nous permet d'exclure en fait le diagnostic de maladie d'Alzheimer, ce qui fait qu'on retrouve un peu, on a deux alternatives, soit la DFT, soit la maladie psychiatrique. Et finalement, il y a un marqueur qui va revenir positif, c'est celui des neurofilaments dont on a parlé hier matin. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur les bilans paracliniques qui ont été faits. Alors là, je vous les présente en une seule fois, en une diapositive, mais il faut savoir que l'ensemble de ce bilan a pris énormément de temps, puisqu'il y a eu au moins 2 ponctions lombaires, et donc on aura les derniers résultats à la fin de l'été, donc soit plus de 9 mois après le début de son hospitalisation. Donc c'est pour ça que la question diagnostique est restée longtemps en suspens. Elle n'est pas encore tout à fait tranchée d'ailleurs. Alors le diagnostic différentiel, il a été pris aussi, il faut dire, dans des enjeux institutionnels, puisque la patiente a été hospitalisée pendant un temps très long en endocrinologie parce que elle était là pour le déséquilibre de son diabète de type 1. Il y a eu un essai de retour à domicile, mais qui s'est très mal passé, puisque ne sachant plus faire ses injections d'insuline correctement, elle a fait un malaise hypoglycémique. C'est ça qui l'avait conduit en première intention dans le service. Mais c'est vrai que foncièrement, c'est davantage les troubles cognitifs et comportementaux qui faisaient qu'elle n'arrivait plus à faire la gestion de son diabète correct. Et donc des enjeux institutionnels aussi en termes de lits d'hospitalisation, de durée longue d'hospitalisation, de professionnels qui devaient prendre en charge cette patiente. Bon. Donc la démence frontotemporale, elle s'intègre dans un groupe de pathologies, les DLFT, qui ont en commun, donc il y a un groupe de maladies neurodégénératives qui est hétérogène et qui ont en commun la dégénérescence du lobe frontal et ou temporal. On peut les classifier selon de différentes manières en fonction du sous-type
pathologiques qui dépendent de la protéine qui s'accumule au sein des corps cellulaires neuronaux. Ça peut être la protéine Tau, la protéine TDP ou la protéine FUS. On peut les classer aussi en fonction des mutations génétiques qu'on va retrouver. On ne retrouve pas systématiquement de mutations. En fonction de l'expression clinique, avec notamment le variant comportemental. Alors j'ai utilisé les acronymes anglais, hein. C'est BVFTD, donc Behavioral Variant, où là on a des troubles du comportement au premier plan. Il y a deux formes avec des troubles du langage au premier plan, ce sont les aphasies primaires progressives, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui. Et puis une dernière manière de classifier ce groupe des DLFT, c'est en fonction de l'association ou non à un syndrome parkinsonien et de l'association ou non à une sclérose latérale amyotrophique, puisque ce sont des associations qui sont très fréquentes. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la forme comportementale de DFT, qui a été définie au moyen de critères diagnostiques en 2011 par un consortium, avec 3 niveaux de diagnostic possibles. Donc le diagnostic possible, probable ou certain. Donc dans tous les cas, il y a un critère obligatoire, c'est celui de l'installation de troubles du comportement ou de troubles cognitifs d'apparition progressive. Donc il faut au moins qu'il y ait ce critère-là. Ensuite, pour que le diagnostic soit possible, il faut qu'il y ait au moins 3 symptômes parmi les 6 symptômes suivants. Désinhibition comportementale précoce, apathie précoce, perte d'empathie, comportement stéréotypé, ritualisé, persévératif, des modifications des habitudes alimentaires avec une tendance à l'hyperoralité, des dysfonctions exécutives avec préservation relative des capacités en mémoire épisodique et des fonctions visio-spatiales. Pour que le diagnostic soit probable, il faut qu'il y ait les critères pour un diagnostic possible, plus un déclin fonctionnel, qu'on retrouve quand même de manière assez fréquente, et puis une imagerie compatible, et donc je vais vous expliquer ensuite ce que c'est que l'imagerie compatible. Et puis pour que le diagnostic soit certain, il faut qu'on ait une preuve histologique. Donc ça, on ne peut pas les obtenir sauf en post-mortem, ou bien que les analyses génétiques retrouvent une mutation connue. Or, les mutations connues, en fait, ça concerne environ 20 à 30% des DFT. Donc, ça veut dire que on ne peut pas, dans la plupart des cas, on ne pourra pas avoir de certitude diagnostique sur la DFT. Et puis, il y a des critères d'exclusion. Il ne faut pas que les troubles soient mieux expliqués par une autre maladie neurodégénérative ou par une maladie psychiatrique. Et puis, si on dose les biomarqueurs, il ne faut pas qu'ils soient évocateurs d'une autre maladie neurodégénérative. Donc ça, c'est les critères d'exclusion. Donc la définition de la DFT, elle semble assez précise, mais en fait, les critères de diagnostic possibles sont assez faiblement spécifiques. Hein. La spécificité de ces critères diagnostiques n'est que de 27%. Donc ça veut dire que un malade ayant une maladie mentale, par exemple, pourra tout à fait compléter ces critères et donc entrer dans pourrait présenter une difficulté diagnostique. Donc ce diagnostic différentiel entre maladie mentale, donc j'ai utilisé l'acronyme anglais aussi parce que c'était plus court, donc PPD c'est pour Psychiatric Primary Disease. Donc le diagnostic différentiel entre maladie psychiatrique et variant comportemental de la démence frontotemporale représente une vraie difficulté pour les cliniciens face à l'installation tardive de troubles du comportement. La DFT est très souvent sous-diagnostiquée. Elle peut être confondue soit avec une maladie psychiatrique, soit avec une maladie d'Alzheimer. Parmi les maladies, donc c'est quasiment 50% des patients avec une DFT qui vont recevoir d'abord un diagnostic de maladie mentale, avec au premier plan la dépression ou le trouble bipolaire, mais on peut aussi avoir d'autres maladies comme les troubles psychotiques, le TOC ou encore les troubles de la personnalité.
Le délai entre les premiers symptômes et le diagnostic de DFT est très long, il est de 5 à 6 ans, pour une maladie qui a une médiane de survie de 8 ans. L'inverse est vrai également, c'est-à-dire que des malades qui ont une maladie mentale peuvent aussi se voir attribuer un diagnostic de démence frontotemporale, ça existe. Et puis, pour apporter un peu de nuance, les malades qui sont atteints de maladies psychiatriques sont plus à risque d'évolution vers une démence, dont la démence frontotemporale. Ce qui fait la difficulté diagnostique, c'est le recouvrement, des symptômes de recouvrement, des symptômes qu'on peut confondre. Alors notamment, il y a les paires apathie et dépression, dont on a parlé hier matin, et puis désinhibition et manie qui peuvent être assez, qu'on peut confondre assez facilement. Et puis ce qui participe aussi à la difficulté diagnostique, c'est qu'il n'y a pas de biomarqueurs suffisamment spécifiques ou sensibles. Et donc maintenant, moi je vais vous dire un petit peu comment est-ce qu'on peut s'y retrouver dans tout ça. Alors, d'un côté du tableau, vous avez les signes qui sont plutôt en faveur d'une DFT, et puis à droite, c'est les signes qui sont plutôt en faveur d'une maladie mentale. Donc, sur la question de la prévalence, eh bien, la prévalence des maladies mentales, les maladies psychiatriques, est bien plus importante que celle des DFT, qui est une maladie plutôt rare. L'âge de début, pour la DFT, c'est une démence à début précoce. Hein, c'est en moyenne entre 50 et 60 ans. C'est 10 ans avant les signes de la maladie d'Alzheimer. Parfois, ça peut survenir plus tôt. On peut avoir des DFT chez des patients de l'âge de 40 ans. Pour les troubles psychiatriques, le début est plutôt à l'âge adulte, en général quand même en première partie de vie, 20 à 30 ans. Mais pour apporter de la nuance, on décrit aussi des troubles psychiatriques à début tardif, late onset bipolar disorder ou schizophrénia, mais qui sont assez rares. Sur le mode d'installation, la DFT s'installe plutôt de manière progressive, insidieuse, et elle va s'aggraver progressivement. Sauf pour certaines formes, par exemple la forme qu'on appelle phénocopie, qui est une forme qui n'évolue pas. C'est une forme très lentement progressive, voire non progressive. Pour les troubles psychiatriques, là on a plutôt un début brutal et une évolution qui va être fluctuante sous la forme d'épisodes. Au niveau des antécédents, dans la DFT, on a des antécédents familiaux dans environ 30% des cas. Donc des antécédents familiaux de démence frontotemporale. Dans les troubles mentaux, on va avoir également des antécédents, on va également retrouver des antécédents personnels ou familiaux, donc de maladies mentales. Et puis j'ai mis un petit point d'exclamation, parce qu'il faut quand même faire attention. Il y a des patients qui, ayant des troubles mentaux, enfin des antécédents personnels de maladies mentales, peuvent tout à fait développer une DFT. Et en fait, il y a des articles qui montrent que chez ces patients ayant des antécédents personnels de maladies mentales, on ne parvient pas à faire le diagnostic de DFT, c'est-à-dire que le fait qu'ils aient des antécédents nous empêche de penser le fait qu'ils puissent aussi avoir une DFT. Donc faut pas se laisser tromper par ça. À l'examen neurologique, donc c'est une partie importante qui va nous permettre de distinguer les deux. Donc en faveur d'une DFT, ça va être la présence de symptômes moteurs. Puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, la DFT, elle peut être très fréquemment associée à une sclérose latérale amyotrophique, et dans ce cas-là, on pourra retrouver un syndrome pyramidal ou des signes en faveur d'une atteinte du neurone moteur périphérique. On peut également retrouver un syndrome parkinsonien, des signes évocateurs de PSP, par exemple une atteinte de la verticalité du regard ou une instabilité posturale avec des chutes, des signes évocateurs de DCB, une apraxie, un syndrome de la main étrangère. On peut aussi retrouver une dysphagie ou une dysarthrie, ou encore des troubles du langage. Donc si on retrouve ce type de symptômes moteurs, c'est vraiment un drapeau rouge qui doit plutôt vous orienter vers la DFT. Pour apporter un peu de nuance, dans les troubles psychiatriques, on retrouve aussi très fréquemment un syndrome parkinsonien, plutôt symétrique, qui peut être induit par la prise de traitements psychotropes. Donc c'est vrai que si le patient prend déjà des psychotropes, on pourra avoir un syndrome parkinsonien iatrogène.
Et puis, on décrit également des signes doux, des neurological soft signs, notamment dans la schizophrénie. Alors, sur le plan de l'examen psychiatrique, je vais devoir me dépêcher un peu. Donc, pour faire la distinction entre dépression et apathie. Dans l'apathie, on a une perte d'initiative motrice, un émoussement émotionnel, sans détresse psychique, sans tristesse. Dans la dépression, on va avoir des cognitions dépressives avec culpabilité, indignité, pessimisme. Donc c'est vraiment ce genre de choses, ce genre de critères qu'il va falloir aller rechercher précisément. La nuance, c'est que la dépression, elle est possible aussi dans la DFT, hein, elle peut être comorbide. Pour distinguer manie et syndrome frontal, dans la DFT, on va avoir irritabilité, désinhibition, agitation, mais sans exaltation de l'humeur, sans idée de grandeur, contrairement au syndrome maniaque. Les symptômes psychotiques, hallucinations et idées délirantes, ils sont plutôt rares dans la DFT. Un quart des patients, c'est quand même pas si rare. Et en revanche, dans certaines formes génétiques, ils vont être très fréquents. C'est le cas notamment de la mutation C9ORF72. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Et puis, on peut avoir des hallucinations visuelles dans les DFT avec mutation PRN. Enfin, sur la question des comportements rituels ou stéréotypés qui pourraient évoquer un trouble obsessionnel compulsif, souvent, ils ne sont pas associés d'idées intrusives, ils ne sont pas associés d'anxiété ou de tension interne dans la DFT. Alors, sur les examens paracliniques, au niveau de l'imagerie morphologique, dans la DFT, on va avoir par définition une atrophie frontale, une atrophie temporale antérieure. C'est des critères qui ont une bonne spécificité mais une faible sensibilité, c'est-à-dire qu'on peut avoir des imageries normales au début de l'évolution de la maladie. Et puis l'atrophie corticale, elle peut être aussi fréquente dans les maladies psychiatriques. Au niveau de l'imagerie métabolique, on va avoir un hypométabolisme dans les mêmes régions. C'est un critère qui a une bonne sensibilité, mais une faible spécificité, puisque dans les maladies psychiatriques, on retrouve 40% d'anomalies aspécifiques au niveau de l'imagerie métabolique. En fait, l'imagerie métabolique, elle est surtout utile pour exclure le diagnostic si elle est absente. Au niveau des biomarqueurs, les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer ne permettent pas de distinguer une DFT d'une maladie psychiatrique. Ils sont surtout utiles pour distinguer maladie d'Alzheimer de DFT. En revanche, dans la DFT, on peut retrouver une élévation des neurofilaments dans le sang et dans le LCS qui sont aspécifiques, sont des marqueurs de dégénérescence aspécifiques, mais qu'on ne retrouve pas normalement dans les maladies psychiatriques. La recherche génétique, bien, là, ça nous orientera clairement vers un diagnostic de DFT si on retrouve l'une des mutations connues pour la DFT, mais il y a quand même plus de 80% des DFT qui ne sont pas liés à une mutation. Et puis, le profil neuropsychologique, il est généralement peu discriminant entre DFT et maladie psychiatrique, puisqu'on va retrouver des dysfonctions exécutives dans les deux cas. En revanche, les épreuves de cognition sociale sont souvent plus altérées dans les maladies, dans la DFT que dans les maladies psychiatriques. Alors, la mutation C9ORF72, ouais, alors, bon, donc je passe, mais alors c'est une mutation qui brouille encore un peu plus les pistes, puisqu'elle est encore plus souvent associée à des symptômes psychiatriques. En pratique, donc c'est la diapo de conclusion, donc il faut se baser sur un faisceau d'arguments, il faut une bonne collaboration entre psychiatres, neurologues, et plutôt des gens qui sont expérimentés dans la DFT, radiologues, médecins nucléaires. Il faut absolument s'appuyer sur un tiers, sur un proche, un ou plusieurs, des gens qui connaissent la personne depuis longtemps, qui peuvent témoigner aussi des modifications de la personnalité. Il est recommandé de s'appuyer sur des échelles cliniques, l'échelle Daphné par exemple. Les maladies mentales, il faut les penser à la fois comme un diagnostic différentiel de la DFT, mais aussi comme une comorbidité ou comme un prodrome. Et puis, la personne qui souffre n'est pas uniquement le patient, mais aussi son aidant. Donc, il faut y porter une attention. Et puis, malgré tous ces éléments que je viens de vous donner, il y a des cas qui restent encore ambigus. Et donc, dans les recommandations, on recommande de proposer un traitement psychiatrique d'épreuve
puis de réévaluer les choses à 12 mois. Puisque la DFT, finalement, on a peu de leviers d'action, en dehors de l'accompagnement biomédico-psychosocial, alors que dans les maladies psychiatriques, on a quand même des traitements. Donc voilà, je m'arrête ici. Merci pour votre attention. Vraiment une très belle présentation exhaustive. Je suis désolé de t'avoir coupé dans ton élan. Et vraiment, on pourrait en faire une publication parce que cette synthèse sur le diagnostic différentiel, elle est très, très éclairante et très didactique. Et bon, en tout cas, vous nous avez bien montré combien le diagnostic différentiel entre les deux était difficile. Dans les mutations C9-ORF, c'est encore plus compliqué parce qu'on va avoir des phénotypes totalement psychiatriques, de type schizophrénie ou parfois troubles bipolaires. Et on a beaucoup de patients supposés avoir des pathologies psychiatriques résistantes, avec un début à l'âge moyen entre 40 et 50 ans, qui en fait s'avèrent dans la distance souffrir d'une maladie frontotemporale. Alors, peut-être une petite question. Ah, on en laisse une alors. Alors, de mémoire, dans cette forme phénocopie, donc en fait, on va retrouver des critères, enfin les critères de DFT que je vous ai présentés au tout début, mais avec une imagerie qui va être normale initialement, et puis peu d'évolution, pas d'aggravation dans le temps. Et il me semble que c'est plus fréquemment associé à des mutations, mais pas systématiquement. Donc, c'est des cas un peu bloquants. Enfin, c'est vraiment la phénocopie, c'est vraiment une situation où le diagnostic différentiel va être encore plus difficile à faire. Voilà. Oui, la phénocopie, ça ressemble à la DFT, mais on n'est pas totalement sûr que ce soit la DFT. C'est le problème, et le suivi évolutif, notamment de l'imagerie, peut aider, parce qu'en début de pathologie, il n'y a pas d'anomalie. Une des questions qui se posent, ça peut être les TSA méconnus, qui ont déjà une vulnérabilité frontale de nature neurodéveloppementale, parfois sous l'effet du vieillissement, vont présenter un syndrome frontal qui ressemble à tout point au DFT et qui peuvent répondre aux critères de Lund et Muschenster que nous a présenté là. Un grand merci. On va passer à la communication suivante. Donc, Nadjé Smaoui, qui vient de Tunisie, de Sfax, et donc vous allez nous parler des benzodiazépines chez les sujets âgés suivis en psychiatrie, et notamment aborder la question de la consommation et de la dépendance. Bonjour, je suis Dr Nadjé Smaoui, psychiatre, maître de conférence agrégé au service de psychiatrie CHU et d'ICHEC à Sfax en Tunisie. Je suis très honorée de participer au 5e congrès de la Société francophone de psychogériatrie et de psychiatrie de la personne âgée par la présentation des résultats de notre étude réalisée à Sfax sur les benzodiazépines et sujets âgés suivis en psychiatrie. Il est communément admis que les benzodiazépines ont un spectre élargi d'effets secondaires, d'effets cliniques, par leur action anxiolytique, hypnotique, antiépileptique, myorelaxante, anti-amnésiante. Leurs propriétés pharmacologiques leur confèrent aux benzodiazépines une efficacité indéniable et une faible toxicité, mais également des effets secondaires non négligeables. Les personnes âgées sont parmi les plus exposées aux effets secondaires des benzodiazépines. Beaucoup d'études ont montré une augmentation des risques de chute et de fractures avec altération des fonctions cognitives. Cependant, le risque de dépendance est très peu évalué dans cette tranche d'âge et probablement sous-estimé. En fait, les troubles liés à l'utilisation de substances psychoactives, en particulier les benzodiazépines, représentent un problème de santé publique important, notamment chez les sujets âgés de 65 ans au plus. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit
notre travail ayant pour objectif d'évaluer la prévalence de la consommation des substances psychoactives chez les sujets âgés suivis en ambulatoire en psychiatrie, d'évaluer la prévalence de la dépendance aux benzodiazépines et d'identifier les facteurs associés à cette dépendance. Il s'agissait d'une étude transversale, descriptive et analytique, qui a porté sur les 100 premiers patients âgés de 65 ans ou plus, parmi les consultants à l'unité de consultation externe de psychiatrie de Sfax, durant la période du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Ils ont été exclus les patients en phase de décompensation, les patients atteints de déficience intellectuelle ou d'un déficit cognitif modéré ou sévère. Les participants ont répondu à un questionnaire préétabli concernant les données sociodémographiques, les données cliniques, thérapeutiques et celles liées à l'usage de substances psychoactives. L'échelle cognitive d'attachement aux benzodiazépines a été utilisé pour évaluer la dépendance aux benzodiazépines. Un score supérieur ou égal à 6 définit les dépendants aux benzodiazépines. Quelques données sociodémographiques de notre population d'études. L'âge moyen était égal à 69,4 ans. Le sexe ratio était égal à 0,86. Le niveau d'études ne dépassait pas le niveau primaire dans 82% des cas. La majorité était mariée dans 72% des cas. Et aucun des patients était institutionnalisé au temps de l'enquête. Pour les données cliniques, les troubles les plus fréquents étaient les troubles dépressifs dans 41% des cas, les troubles bipolaires dans 23% des cas et les troubles du spectre de la schizophrénie dans 23% des cas, avec un âge moyen de début de la maladie était de 50 ans et 6 mois. Les psychotropes les plus fréquemment prescrits étaient les antipsychotiques dans 56% des cas et les antidépresseurs dans 50% des cas. Concernant la prévalence de la consommation de substances psychoactives, les benzodiazépines étaient les substances les plus fréquemment consommées, soit un taux de 40%, suivi par le tabac, 34%, les hypnotiques type antihistaminiques, soit 19% des cas, et enfin les stimulants type trihexyphénidyle, dans 13% des cas. Aucun des participants n'a déclaré avoir consommé de l'alcool, du cannabis ou d'autres substances. Et je vais détailler les caractéristiques de la consommation des benzodiazépines. L'orazépam était la seule molécule prescrite chez nos patients et la dose moyenne de consommation de l'orazépam était de 3,87 mg par jour. La durée moyenne était de 8,5 ans et donc la durée de benzodiazépine était supérieure ou égale à 1 an pour tous les patients. Le profil du sujet âgé consommateur de benzodiazépines dans notre étude était une femme dans moins de 2 tiers des cas, appartenant à la tranche d'âge des 65 à 69 ans. Elle était mariée dans la majorité des cas et les troubles dépressifs étaient les plus fréquents comme diagnostic. Ce profil de sujet âgé consommateur de benzodiazépines est retrouvé dans d'autres études qui ont mis en évidence que l'utilisation des benzodiazépines augmente avec l'âge. Elle est 3 fois plus importante chez les personnes âgées de plus de 65 ans que chez les moins de 65 ans, avec une prédominance féminine. Dans notre étude, la prévalence de la consommation de benzodiazépines chez le sujet âgé est égale à 40%, ce qui est en accord avec les données de la littérature. À titre d'exemple, une étude réalisée par King et Hall, dans cette étude, 40% des prescriptions d'hypnotiques de type benzodiazépine concernaient des patients âgés de 65 ans ou plus. Et selon diverses études, les benzodiazépines sont les psychotropes les plus fréquemment consommés par le sujet âgé, avec des taux allant de 7 à 43%. La consommation des benzodiazépines était associée au sexe féminin, à la présence de troubles dépressifs. En fait, la plus grande fréquence de consommation de benzodiazépines chez les femmes âgées peut être liée à la plus grande prévalence de la dépression et de l'anxiété dans cette population. En outre, il semble que la dépression joue un rôle dans le processus de dépendance aux benzodiazépines chez les personnes âgées. L'évaluation de la dépendance aux benzodiazépines par l'échelle ECAP a montré que 79% de ces consommateurs étaient dépendants aux benzodiazépines.
Bien que ce problème de dépendance soit souvent rencontré dans la pratique clinique, peu d'études se sont intéressées aux troubles liés à l'utilisation des benzodiazépines dans la population gériatrique. Dans des enquêtes américaines sur la consommation de drogue et sur la santé réalisées en 2015-2016, 12,9% des adultes de plus de 65 ans ont déclaré avoir consommé des benzodiazépines au cours de l'année écoulée. La prévalence du mésusage de benzodiazépines parmi eux était de 0,6%. Et par contre, selon l'Association américaine de psychiatrie, la prévalence sur 12 mois des troubles liés à l'utilisation de sédatifs, d'hypnotiques ou d'anxiolytiques n'est que de 0,04% dans ce groupe d'âge. Le taux élevé de dépendance dans la présente étude pourrait être lié à l'utilisation prolongée de benzodiazépines à des doses élevées, à la demi-vie courte du lorazépam, la seule benzodiazépine prescrite à nos patients. Certes, lorazépam étant une benzodiazépine à demi-vie courte sans métabolite actif, constitue un bon choix parmi les benzodiazépines pour le sujet âgé, mais le non-respect de la durée maximale recommandée, qui est inférieure à 12 semaines, y compris le sevrage, entraîne une dépendance plus rapide avec les benzodiazépines à demi-vie courte que celle avec à demi-vie plus longue. Ainsi, la consommation prolongée et la prescription continue, qui vont à l'encontre des directives professionnelles, sont associées à un risque plus important de dépendance aux benzodiazépines. Il importe alors de rechercher les signaux d'alarme de dépendance aux benzodiazépines chez le sujet âgé, qui sont l'utilisation au long cours de benzodiazépines, le rebond d'anxiété, d'insomnie à l'arrêt, un fort désir d'utiliser les benzodiazépines, les conduites sous l'effet des benzodiazépines, l'utilisation de benzodiazépines malgré les chutes, l'utilisation de benzodiazépines en plus d'autres hypnotiques, et enfin l'utilisation continue de benzodiazépines malgré les recommandations des médecins d'arrêter. Et pour conclure, cette présente étude montre une consommation importante de benzodiazépines chez les patients âgés suivis en psychiatrie à Sfax. Les facteurs corrélés à cette consommation sont le sexe féminin et les troubles dépressifs. Le taux élevé de dépendance aux benzodiazépines pourrait être expliqué par l'utilisation prolongée de benzodiazépines à des doses élevées et à la demi-vie courte. Ainsi, toute prescription de benzodiazépines doit respecter les indications et les durées de traitement prévues par l'AMM. Et enfin, je tiens à remercier les membres de mon équipe de psychiatrie C pour la contribution à la réalisation de ce travail. Et je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci pour cette présentation qui est complémentaire finalement de celle de Romain Ordonez. On a l'impression que la prévalence d'utilisation des benzodiazépines en Tunisie est à peu près la même qu'en France, au bout du compte, avec des problématiques identiques, mais peut-être pas au niveau du type de molécule utilisée, parce que tous les patients étaient sous lorazépam. C'est une question de disponibilité sur le marché. Comment on peut expliquer ça ? Effectivement, donc notre population consulte à l'hôpital, secteur public, et ayant un niveau socio-économique faible, donc ils bénéficient des molécules disponibles à l'hôpital. Et à l'hôpital, on dispose soit de lorazépam, soit de la clonazépam, ou donc Rivortil, Temesta ou Valium. Et bien sûr, on est devant un sujet âgé. La molécule, le bon choix, c'est la Temesta devant une demi-vie courte et sans métabolite actif. Donc j'en conclus que les recommandations en termes de prescription autour des demi-vies courtes sont bien respectées, à 100%. Mais peut-être un dernier point, j'ai constaté que le tabagisme concernait à peu près 30% de la population, mais un tabagisme très important, 40 cigarettes par jour. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la dépendance aux benzodiazépines et la consommation de tabac chez vos patients ? On n'a pas trouvé de corrélation, mais il y a effectivement une consommation concomitante entre tabac et benzodiazépines avec d'autres psychotropes. Ouais. Des questions dans la salle ? Non, eh bien un grand merci à vous, un grand merci à tous les orateurs pour ces présentations de qualité. Et donc ça a été un plaisir d'animer ce symposium.